Cloche du savoir. Ce matin, le Collège de France. À la fin du cours que nous avons écouté hier matin, Jacques Bouvresse lisait le texte de Raatikainen, auquel, disait-il, lui-même se ralliait complètement. Je cite. « Peut-être que quelqu'un qui est enclin à voir partout des arguments en faveur de l'existence de Dieu peut en voir également dans les théorèmes de Gödel, mais en eux-mêmes, ces théorèmes n'ont pas d'implication de cette sorte. Entre autres confusions, ces interprétations semblent assumer un ou plusieurs malentendus qui ont été déjà discutés plus haut. On assume ou bien que Gödel a fourni une proposition absolument indécidable, ou que les théorèmes de Gödel impliquent le platonisme, ou l'antimécanisme, ou les deux. Mais on peut soutenir avec des arguments que toutes les conclusions de cette sorte sont injustifiées. En effet, les logiciens et les philosophes ont tous tenté de repenser les conséquences philosophiques du théorème de Gödel pour justifier leur théorie et l'ont interprété avec plus ou moins de bonheur, souvent à des fins contradictoires et parfois même à des fins mystiques. Ce matin, Jacques Bouvresse, dans son cours consacré à Kurt Gödel, mathématiques, logique et philosophie, poursuit l'analyse des réactions philosophiques au théorème de Gödel. Pour ce qui est des implications philosophiques qu'on peut tirer du théorème de Gödel, la situation est, quoi qu'en pensent généralement les philosophes, relativement peu claire. En particulier, le théorème n'autorise pas nécessairement par lui-même à conclure à une supériorité de l'intuition sur le formalisme ou de l'esprit sur la machine. Ce sont les questions que je vais évoquer pendant les dernières séances. Van Heijenoort est, me semble-t-il, plus proche de la vérité que ceux qui affirment ce genre de supériorité, celle de l'intuition sur le formalisme ou de l'esprit sur la machine. Il est plus proche de la vérité quand il écrit ce que voici sur ce sujet. L'incidence des résultats de Gödel sur des problèmes épistémologiques demeure incertaine. Je crois qu'il a raison de dire que même en ce qui concerne les problèmes épistémologiques, je ne parle pas évidemment des conclusions qu'on a essayé de tirer du théorème de Gödel concernant par exemple la théologie ou la théorie politique, etc., où là c'est encore plus risqué et dans certains cas plus absurde. Mais même en ce qui concerne les problèmes épistémologiques, les conclusions à tirer des résultats de Gödel ne sont pas si évidentes que ça. Donc l'incidence des résultats de Gödel sur des problèmes épistémologiques demeure incertaine. Assurément, ces résultats et d'autres résultats de limitation, entre guillemets, ont révélé une situation nouvelle et quelque peu inattendue, pour autant qu'il est question des systèmes formels. Mais, au-delà de ces conclusions précises et presque techniques, il ne comporte pas un message philosophique dépourvu d'ambiguïté. En particulier, il ne devrait pas être invoqué inconsidérément pour établir la primauté d'un acte d'intuition qui se passerait de la formalisation. Bon, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire sur ce problème. Alors, c'est tiré de l'article, je n'ai pas remis la référence complète, de l'article qui est paru dans l'encyclopédie de la philosophie publiée par Paul Edwards, l'article consacré à Gödel. Alors, Gödel n'est connu visiblement de beaucoup de gens que comme étant l'auteur du théorème de Gödel, ce qui est, je l'avais déjà eu l'occasion de l'indiquer, ce qui est tout à fait surprenant parce que il a également démontré un certain nombre de résultats qui ne sont guère moins importants, même s'ils ont eu un retentissement philosophique beaucoup moins grand. Et en particulier, avant de démontrer son fameux théorème d'incomplétude, il avait déjà obtenu un résultat qui, par certains côtés, n'est pas moins décisif, à savoir la complétude du calcul des prédicats du premier ordre. Il est, à certains égards, pas moins décisif, et il est également très intéressant et très important du point de vue philosophique. Mais c'est un fait qu'on s'y est beaucoup moins intéressé du point de vue philosophique. Et j'avais évoqué à ce propos une question tout à fait générale qu'on peut se poser. On peut se demander ce qui fait que certaines découvertes scientifiques font l'effet d'événements révolutionnaires et sensationnels dans le monde philosophique, alors que d'autres, pas nécessairement moins significatives, passent au contraire complètement inaperçues. Alors je vous avais cité, je crois, la dernière fois sur ce point une constatation que fait Alexandre Zinoviev dans son roman Les hauteurs béantes. Il attribue cet état de choses à la capacité particulière qu'ont certains résultats scientifiques par opposition à d'autres de produire ce qu'il appelle des doubles idéologiques. Voici ce qu'il dit. Toutes les sciences n'ont pas l'honneur d'avoir des doubles idéologiques, seuls les plus propices y ont droit.
Alors évidemment, ce qu'il faudrait réussir à savoir, c'est pourquoi certaines sont plus propices que d'autres à la production de doubles idéologiques. Dans certains cas, la réponse est assez facile à trouver, dans d'autres, c'est un peu plus compliqué. C'est ainsi qu'un théorème bien connu sur le caractère incomplet de certains systèmes formels, bon, il s'agit visiblement du théorème de Gödel, qui possède un sens en logique, devient une vérité banale sur l'impossibilité de formaliser complètement une science, une sorte de lapalissade, entre guillemets, alors qu'une autre vérité sur l'existence de certains problèmes insolubles par essence fut épargnée par le sort, quoi qu'on puisse en extraire bien plus de sentences de toutes sortes. Là aussi, il y a des disgrâces et des avancements, des réhabilitations et des gratifications. En apparence, tout cela s'effectue dans le cadre de la science. En effet, dans le cas présent, l'idéologie aspire à porter des habits scientifiques. Fin de citation. Bon, ça rappelle une période un peu éloignée, mais qu'on appelle ça des doubles idéologiques ou qu'on utilise une autre expression pour les désigner, il y a toujours évidemment la même propension caractéristique qu'ont certains résultats scientifiques à produire si on ne veut pas dire des doubles idéologiques, on peut dire des doubles philosophiques ou littéraires, dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils s'appuient sur une compréhension plutôt limitée de ce que le résultat peut comporter de technique. Alors en ce qui concerne le problème qu'évoque un des problèmes qu'évoque Zinoviev, il y a une chose qu'on peut remarquer, en tout cas, c'est que le théorème de Gödel n'est sûrement pas menacé de connaître le genre de disgrâce qu'il évoque. Il y a des disgrâces, il y a des réhabilitations. La capacité qu'a le théorème de Gödel de produire des doubles idéologiques dans les domaines les plus divers et parfois les plus inattendus, allant de la théologie à la théorie politique, cette capacité ne faiblit manifestement pas. Pour en revenir aux choses un peu plus sérieuses, c'est-à-dire à la question des réactions qu'il a suscitées sur le moment, la réponse dépend évidemment, pour une part essentielle, de ce qu'étaient à l'époque les attentes de la communauté des logiciens et des mathématiciens et de celles des philosophes. Alors, comme je vous l'ai dit, la complétude dans le cadre de la logique du premier ordre était une chose attendue, alors qu'elle aurait dû être ressentie plutôt comme une surprise, et elle était... alors là, c'est plus compliqué. Donc, jusqu'à quel point était-elle attendue dans le cadre de l'arithmétique, c'est plus difficile à décider. Mais ce qui est certain, c'est que le résultat d'incomplétude de Gödel a été ressenti comme une surprise totale. Et ce qui est surprenant, en l'occurrence, c'est plutôt que l'on ait été à ce point surpris. Parce que c'était une chose à laquelle il y avait en un certain sens toutes les raisons de s'attendre. Alors jusqu'à quel point la complétude de l'arithmétique était-elle attendue et l'était-elle réellement par tout le monde? Elle ne l'était apparemment pas par tout le monde. Mais évidemment la question est difficile à décider. On peut remarquer par exemple que Tarski, dans un article de 1930, qui s'intitule Fundamentale Begriffe der Methodologie der deduktiven Wissenschaften, c'est-à-dire concepts fondamentaux de la méthodologie des sciences déductives, Tarski fait pratiquement la supposition que des systèmes axiomatiques riches, comme celui des Principia Mathematica, se révéleront incomplets. Et il le fait d'une façon qui suggère que la chose était déjà plus ou moins dans l'air. C'est-à-dire qu'au fond, les gens sérieux étaient conscients du fait que, selon toute probabilité, dès qu'on avait affaire à des théories d'une certaine richesse, il était raisonnable de s'attendre à ce que les théories formelles s'entendent à ce que ces théories se révèlent incomplètes. Voici ce que dit Tarski. Donc le concept de complétude absolue est d'une grande importance pour les métadisciplines dans lesquelles les objets que l'on étudie sont des disciplines pauvres, élémentaires, d'une nature logique sans complication. En revanche, ce concept n'a pas encore joué un rôle important dans les recherches sur des disciplines riches, logiquement plus compliquées. Par exemple, le système des Principia Mathematica. La cause de cela est peut-être à chercher dans la croyance répandue, peut-être intuitivement plausible, mais pas toujours strictement bien fondée, en l'incomplétude de tous les systèmes développés à l'intérieur de ces disciplines et connus jusqu'à aujourd'hui. Donc ce que Tarski suggère, c'est que dès qu'on a affaire à des systèmes des systèmes formels d'une certaine richesse, il est raisonnable de s'attendre donc à ce qui se révèle incomplet. Les deux premiers résultats célèbres de Gödel, qui ont été publiés respectivement en 1930 et en 1931, on peut dire qu'ils concernent les règles formelles, ou comme on dirait aujourd'hui, les programmes d'ordinateur, et ce qui peut ou ce qui ne peut pas être fait à l'aide de ce genre d'instruments. Alors le premier résultat est un résultat positif. Il signifie que les règles que Frege avait proposées une cinquantaine d'années auparavant, en 1879,
dans la Griffschrift, dans les règles qu'il avait proposées pour la logique élémentaire, c'est-à-dire la théorie du premier ordre, des fonctions de vérité et des quantificateurs, ces règles engendrent exactement les vérités logiques. Autrement dit, les vérités que, en un sens mathématique précis, on peut faire correspondre à l'idée leibnizienne de propositions vraies dans tous les mondes possibles. Donc, en langage leibnizien, ce qu'a démontré, ce qu'a établi le premier résultat de Gödel, dont la complétude du calcul des prédicats du premier ordre, et que les règles sur lesquelles que Frege avait proposées, en 1879, ces règles suffisent pour engendrer donc l'ensemble complet des propositions qu'on peut appeler en langage leibnizien vraies dans tous les mondes possibles. Alors le deuxième résultat auquel Gödel est parvenu est au contraire négatif. Il a établi que les règles des Principia Mathematica, et en fait d'un bon nombre d'autres systèmes du même genre, ne sont pas suffisantes pour engendrer exactement les propositions arithmétiques vraies. Pour tous les systèmes de cette catégorie, en effet, il y a au moins une proposition arithmétique vraie qui est exprimable dans le système considéré, mais ni démontrable, ni réfutable. Comme l'a fait remarquer Kreisel, si ces deux choses avaient été annoncées il y a 100 ans, c'est la première et non la deuxième qui aurait fait sensation. On aurait considéré comme tout à fait surprenant que des règles mécaniques simples puissent, d'une façon qu'il est possible de démontrer mathématiquement, remplacer en quelque sorte le raisonnement logique. Donc la chose qui aurait fait sensation, en effet, est probablement cette démonstration du caractère complet du système de règles formelles que Frege avait proposé pour la logique. Lorsqu'on dit que des règles mécaniques peuvent en principe remplacer le raisonnement logique, on veut dire bien entendu qu'elles peuvent conduire exactement au même résultat, mais non qu'elles reproduisent exactement les détails du processus, comme j'avais insisté sur le fait qu'il s'agit d'une coïncidence extensionnelle qui doit être comprise uniquement dans ce sens-là. Il n'est pas suggéré, encore une fois, que les machines qui démontrent procèdent d'une façon qui ressemble de près ou de loin à celle dont nous procédons nous-mêmes. Comme le dit Kreisel, que j'ai cité, je crois qu'il y a bien des façons différentes d'arriver au même endroit, et le fait que l'on puisse aller au même endroit à dos d'âne et à dos de chameau ne prouve certainement pas qu'un âne soit un chameau. Il y a 100 ans, en revanche, le théorème d'indécidabilité aurait simplement confirmé le théorème d'incomplétude de Gödel aurait simplement qui affirme qu'il existe une proposition indécidable dans l'arithmétique formelle. Donc ce théorème d'indécidabilité aurait simplement confirmé l'impression que l'arithmétique est trop difficile pour pouvoir être formalisée complètement. Autrement dit, mécanisée. Donc ce deuxième résultat aurait semblé conforme aux attentes. Alors que le premier aurait au contraire créé une certaine sensation. Kreisel observe qu'aujourd'hui encore, les règles de Frege, même sans la démonstration de complétude de Gödel, se distinguent comme fournissant le premier exemple convaincant de traitement de données non numériques par des moyens mécaniques. C'est tout à fait vrai, et à cet égard-là, évidemment, c'est un résultat qui fait époque. C'est probablement comme le note Kreisel, donc le premier exemple tout à fait probant de traitement des données non numériques par des moyens mécaniques. Et il était évidemment important de savoir ce qui peut et ce qui ne peut pas être fait en principe par des moyens de cette sorte. Aujourd'hui, évidemment, les exemples de traitement de domaines non numériques par des moyens mécaniques se sont étendus de façon presque démesurée et sont devenus une chose complètement banale. L'effet des deux premiers résultats de Gödel ne peut donc être compris, comme je l'ai déjà suggéré, que par rapport aux attentes que l'on avait respectivement sur ces deux points à l'époque de leur publication. Voyez par exemple ce que dit sur ce point Quine. La complétude était attendue, c'est ce que je vous disais il y a un instant, la complétude était attendue, mais une démonstration réelle de complétude était moins attendue et représentait un exploit remarquable. La complétude comprenait la complétude d'un système de règles formelles du genre de celui que Frege avait proposé pour sa capacité d'engendrer la totalité des vérités logiques, c'est-à-dire des vérités en langage leibnizien, des propositions qui sont vraies dans tous les mondes possibles. Donc on attendait la complétude, mais en revanche une démonstration réelle de complétude était moins attendue et représentait un exploit remarquable. La vérité, c'est que personne ne savait, n'était en mesure de dire à quoi pourrait ressembler une démonstration de cette sorte. Elle est arrivée à point pour rassurer les gens. En revanche,
l'incomplétabilité de la théorie des nombres élémentaires est arrivée comme un bouleversement de préconceptions fermement établies et une crise dans la philosophie des mathématiques. Alors, sur le deuxième point, évidemment, on pourrait discuter, parce que est-ce que réellement tout le monde était à ce point convaincu est-ce que tout le monde était à ce point persuadé de la réalité de la complétude? Si on faisait une enquête sérieuse, on s'apercevrait que la communauté mathématique était probablement nettement plus divisée sur cette question-là. Mais en tout cas, le fait est qu'il y avait un certain nombre de gens, et de gens particulièrement éminents, qui espéraient fortement la complétude et qui donc ont été tout à fait surpris par le résultat de Gödel. Donc ce qui est surprenant aujourd'hui, à mes yeux, c'est la façon dont on se croit obligé d'invoquer le théorème de Gödel pour asséner des évidences à propos de situations dans lesquelles personne n'a jamais songé à attendre la complétude, pour autant qu'elle ait tout simplement un sens, et où par conséquent, contrairement à l'impression que l'on essaie de donner, il n'y a aucune préconception ou illusion à ébranler ou à détruire. Par exemple, à ma connaissance, personne n'a jamais attendu qu'il existe dans le domaine de la politique ou de la théologie des théories axiomatiques qu'on pourrait présumer complètes. S'il y avait des gens qui croient sérieusement ce genre de choses, alors évidemment on pourrait leur dire, on sait depuis Gödel que, etc. Mais il s'agit encore une fois de domaines dans lesquels on n'a jamais eu aucune raison d'abord ni d'abord de penser qu'on pourrait disposer d'une théorie axiomatique réellement convaincante, ni de présumer la complétude de ce genre de théorie. Par conséquent, il n'y a probablement jamais eu de préconception ou d'illusion qu'un résultat comme celui de Gödel pourrait permettre d'ébranler ou de détruire. Alors, dans le cas de la complétude de la logique élémentaire, la situation à la fin des années 20 était la suivante. On avait une certitude inductive, appuyée sur un certain nombre d'indices empiriques, que des règles comme celle de Frege étaient suffisantes pour engendrer toutes les vérités de la logique du premier ordre. On ne doutait généralement pas de la complétude, mais bien peu de gens étaient capables d'imaginer qu'elle puisse faire l'objet d'une démonstration en bonne et due forme. En ce qui concerne le problème de l'incomplétude de l'arithmétique formelle du premier ordre, les choses se présentaient de façon sensiblement différente. Les Principia Mathematica avaient prétendu fournir un bon nombre d'éléments empiriques attestant qu'il était possible de formaliser la totalité des mathématiques et, en tout cas, à coup sûr, l'arithmétique. La plupart des gens étaient convaincus par les preuves, ou en tout cas les indices existants, et acceptaient en outre l'affirmation de Russell selon laquelle seule une confirmation empirique tirée de la pratique mathématique, telle qu'elle est codifiée dans des textes, etc., pouvait entrer en ligne de compte ici. Ils estimaient que l'hypothèse de la complétude avait un degré de confirmation raisonnable et pouvait être acceptée. Mais encore une fois, ils avaient du mal à imaginer qu'on puisse obtenir quelque chose de plus qu'une confirmation empirique, susceptible de conférer une probabilité suffisante donc à l'hypothèse de la complétude. Pour des raisons sur lesquelles j'aurai à revenir, il n'était pas concevable, dans une perspective comme celle qui avait été adoptée par Frege et Russell, qu'une démonstration proprement dite puisse être obtenue par un raisonnement effectué directement sur le système lui-même. Ça, c'est le genre de choses qu'on ne savait pas réellement faire à l'époque. Comme le fait remarquer Kreisel, le résultat de Gödel était d'ailleurs spécialement choquant. Il était même un peu humiliant si l'on songe à la manière dont il avait été obtenu. Il montrait en effet que les Principia Mathematica avaient oublié un type d'argument évident qui réfléchit sur leurs propres règles et entraîne d'une façon relativement simple un certain énoncé arithmétique vrai qui ne peut pas être dérivé dans les Principia Mathematica. Le problème de la complétude du calcul des prédicats du premier ordre, un problème qui a été résolu par Gödel en 1930, ce problème a été posé pour la première fois explicitement dans les Grundzüge der theoretischen Logik de Hilbert et Ackermann en 1928. Hilbert et Ackermann énoncent comme une des questions qui sont pour l'instant non résolues, la question que voici. Quant à savoir si le système d'axiomes, il s'agit du système d'axiomes proposé pour la théorie de la quantification du premier ordre, donc le calcul des prédicats du premier ordre, quant à savoir si le système d'axiomes est complet, en ce sens que l'on peut dériver de lui toutes les formules logiques, logische Formeln, qui sont correctes pour tout domaine d'individus, c'est-à-dire encore une fois en langage leibnizien, les propositions qui sont vraies dans
dans toute interprétation, c'est-à-dire dans tous les mondes possibles, au sens de Leibniz. Donc, quant à savoir donc si le système d'axiomes proposé permet de déduire toutes les formules logiques correctes pour tout domaine d'individu, c'est une question qui est toujours non résolue. C'est une question qui est toujours non résolue. Nous sommes en 1928. On sait simplement de façon empirique que le système est suffisant pour toutes les applications. Donc, vous voyez, on a une assurance, une certitude empirique raisonnable que le système, de ce point de vue, remplit effectivement sa fonction, mais on n'a rien de plus que cette certitude empirique. La question que posent les auteurs, donc Hilbert et Ackermann, est celle de la correspondance entre une notion que l'on peut qualifier de syntaxique, celle de la dérivabilité purement formelle, à partir d'un certain système d'axiomes, et une notion qui est, pour sa part, sémantique, celle de proposition logiquement vraie, au sens de proposition qui prend la valeur vraie dans toutes les interprétations que l'on peut envisager pour elle. Un des aspects les plus intéressants du problème de la complétude, de la logique du premier ordre, réside évidemment dans la question de savoir pourquoi il a fallu aussi longtemps pour que le problème soit formulé clairement. Et presque tout de suite après, résolu. Puisque vous voyez, il est formulé pour la première fois en 1928 et il est résolu par Gödel en 1930. Alors il peut être intéressant de considérer à ce propos la manière dont les choses se passent chez un auteur comme Leibniz. Leibniz écrit ceci à propos des vérités nécessaires, dont les propositions vraies de la logique et de l'arithmétique constituent des exemples tout à fait typiques. Il écrit ceci: une chose sont les propositions qui ont trait aux essences, une autre celles qui ont trait aux existences. Il n'y a rien d'étonnant à ce que soient essentielles les propositions qui peuvent être démontrées par la résolution des termes, c'est-à-dire que celles-là sont nécessaires ou encore virtuellement identiques. Donc toutes les propositions nécessaires chez Leibniz sont soit des identités formelles ou explicites, soit des identités virtuelles, qui peuvent être réduites à des identités explicites simplement par en substituant la définition de certains termes aux termes eux-mêmes. Donc, il n'y a rien d'étonnant à ce que soient essentielles les propositions qui peuvent être démontrées par la résolution des termes, c'est-à-dire que celles-là sont nécessaires ou encore virtuellement identiques, leur opposé est de plus impossible ou encore virtuellement contradictoire. Et ce sont les vérités éternelles, elles seront vraies non pas seulement tant que le monde durera, mais elles auraient été vraies même si Dieu avait créé le monde selon une autre conception. Alors, c'est ce qui se rapproche le plus de l'idée qu'on attribue à Leibniz que ce qui caractérise les vérités de la logique et des mathématiques et les vérités essentielles ou nécessaires en général, c'est le fait d'être vrai dans tous les mondes possibles. À ma connaissance, Leibniz ne dit nulle part littéralement ça, mais il dit que si Dieu avait créé un monde différent, s'il avait conçu et créé un monde différent, ces vérités-là seraient restées exactement ce qu'elles sont. Donc, on ne commet aucun abus, si vous voulez, en attribuant à Leibniz l'idée que donc ce qui caractérise les propositions nécessaires, et en particulier les propositions de la logique et des mathématiques, c'est le fait d'être vrai dans tous les mondes possibles. D'un côté, bien qu'il n'utilise pas explicitement cette façon de les désigner, donc Leibniz caractérise les vérités nécessaires comme étant celles qui sont vraies dans tous les mondes possibles, ou si vous voulez, dans un langage plus moderne, ce qui reste vrai de quelque façon qu'on puisse faire varier l'interprétation des termes concernés. Donc Leibniz les caractérise d'un côté de cette façon, et de l'autre, il considère que toutes les propositions de ce genre doivent être réductibles à des identités explicites par une suite finie de transformations, essentiellement d'opérations consistant à substituer l'expression définissante au terme défini dans une proposition. Dans les Generales Inquisitiones et Analysi Notionum et Veritatum, c'est-à-dire les recherches générales sur l'analyse des notions et des vérités, qui sont un texte de 1686, Leibniz se donne comme axiome toutes les propositions qui expriment des identités explicites, soit totales, soit partielles, donc toutes les propositions qui sont de la forme A est A, A, B est A, A, B et B, etc. Et il se donne comme unique règle d'inférence ce qu'on appelle le principe de substituabilité des identiques. On sait que c'est en réalité insuffisant, et même nettement insuffisant, pour obtenir exactement ce qu'il a en vue. Par exemple, comme le montre Frege, lorsqu'il entreprend de démontrer la proposition
2 plus 2 égale 4. Vous trouvez la démonstration en bonne et due forme dans les nouveaux essais sur l'entraînement humain. Donc il entend fournir une démonstration en bonne et due forme de cette proposition 2 plus 2 égale 4 en la réduisant à une identité explicite à l'aide de définitions. Mais il utilise implicitement la loi de l'associativité de l'addition sans se demander si elle peut ou non être démontrée avec les moyens qu'il s'est donnés. Ça, c'est Frege qui est le premier à attirer l'attention sur ce point, c'est que dans ça, si vous reportez aux nouveaux essais sur l'entendement humain, vous verrez qu'il utilise, sans que ça lui pose de problème, l'égalité. Donc il utilise la loi de l'associativité de l'addition et il n'est pas du tout, il semble pas préoccupé par l'idée que peut-être justement il faudrait commencer par la démontrer. Hein. Il s'interroge pas donc sur la question de savoir s'il y a des moyens dont il s'est doté. Et vous voyez, il se dote de moyens particulièrement restreints puisque il accepte il a une infinité d'axiomes, donc toutes les identités explicites, c'est-à-dire toutes les identités de la forme A est A, A B est B, A B C, C, etc. Et puis d'autre part, il a une unique règle d'inférence, qui est le principe de substituabilité des identiques. Et encore une fois, on peut se rendre compte assez facilement que c'est pas tout à fait suffisant, et c'est même nettement insuffisant pour obtenir exactement ce qu'il cherche. Bon, mais ce n'est pas le point sur lequel je vais m'attarder pour le moment. Ce qui doit nous intéresser est plutôt la chose suivante. Il est relativement facile de démontrer que toutes les propositions qui constituent des identités virtuelles et peuvent être réduites de la façon indiquée à des axiomes identiques, il est relativement facile de démontrer donc que toutes ces propositions constituent des vérités d'essence et qu'elles sont vraies dans tous les mondes possibles. Autrement dit, une démonstration de fiabilité ou de correction, au sens indiqué, est facile à donner pour ce système. Il n'est pas très difficile de montrer il ne permet de démontrer que des propositions vraies. En effet, n'oubliez pas que comme axiome, Leibniz utilise uniquement des identités explicites. Et il est difficile d'avoir des doutes sur la vérité de propositions de cette sorte. Je veux dire de propositions de l'espèce A égale 1, A, B, B, etc. Et puis d'autre part, on peut démontrer également assez facilement que les utilisations du principe de substituabilité des identiques préservent la propriété de vérité. Mais le point délicat, c'est pas de démontrer donc que toutes les propositions qui peuvent être démontrées dans ce système sont des propositions logiquement vraies. Le point délicat serait de démontrer que toute proposition vraie dans tous les mondes possibles peut être réduite par une procédure de cette sorte à une identité explicite. Donc c'est cette deuxième partie de la démonstration qui est délicate. Or, Leibniz n'a pas jugé bon de donner ce qui aurait constitué précisément une démonstration de complétude. Probablement parce qu'il considérait plus ou moins comme allant de soi l'équivalence de ces deux notions, dont nous dirions que l'une, celle de vérité dans tous les mondes possibles, appartient à la sémantique, et l'autre, celle de démontrabilité formelle, à la syntaxe. L'idée que Leibniz se fait de la démonstration est, il faut le remarquer, celle d'une procédure qui est, ou qui peut être rendue purement formelle. Et elle est tout à fait identique à la nôtre. Donc il a une notion de dérivation formelle qui est tout à fait, qui est de caractère typiquement syntaxique. Mais alors on trouve des endroits chez lui où visiblement il a l'air de considérer il semble considérer qu'une démonstration de complétude ne s'impose pas. C'est-à-dire qu'il semble aller plus ou moins de soi pour lui que toutes les propositions qui sont vraies dans tous les mondes possibles doivent pouvoir être réduites à des identités explicites par le procédé qu'il indique. Notez que Frege lui-même n'a jamais considéré la complétude comme un problème. Et près de 50 ans se sont écoulés en fait depuis la publication de la Begriffsschrift avant que le problème soit effectivement posé. Si on se demande pourquoi la question n'a pas émergé beaucoup plus tôt qu'elle aurait pu, semble-t-il, le faire, la réponse est que c'est une réponse en tout cas qui a été suggérée par Van Eisenhorst et que je crois pour l'essentiel correcte. Donc la réponse est que ni dans la tradition héritée de Frege et représentée par Whitehead et Russell, c'est-à-dire les Principia Mathematica, donc ni dans cette tradition qu'on appelle le logicisme, ni dans la tradition héritée de Boole et continuée par des gens comme Peirce et Schroeder, à savoir la tradition de l'algèbre de la logique, la question de la complétude d'un système formel ne pouvait réellement apparaître. Donc il y avait des obstacles fondamentaux qui s'opposaient à l'émergence de cette problématique
aussi bien dans la première tradition, celle du logicisme, que dans la deuxième, celle de l'algèbre de la logique. Alors, pour comprendre la manière dont Frege, et après lui Whitehead et Russell, voyaient les choses, il est utile de se reporter à la distinction que fait von Eisenhorst entre ce qu'il appelle la logique comme langage et la logique comme calcul. Une des thèses cruciales de la conception frégéenne de la logique est ce que l'on peut appeler la thèse de l'universalité de la logique. Pour Frege, et Russell et Whitehead le suivront sur ce point, la logique est universelle. Dans son système, les quantificateurs qui lient les variables d'individus ont pour domaine de référence la totalité des objets, sans aucune restriction. Donc les objets ne sont pas répartis en des domaines différents. La logique n'est pas un calcul pour lequel on pourrait adopter successivement des interprétations diverses, elle est le langage universel dont l'interprétation imposée est constituée par la totalité de ce qui est, ou la totalité de ce qu'il y a. Von Eisenhorst écrit ceci sur ce point. Pour Frege, il ne peut être question de changer les univers. On ne pourrait même pas dire qu'il se restreint à un univers, son univers et l'univers. L'article défini étant souligné. Pas nécessairement l'univers physique, bien sûr, puisque pour Frege, certains objets ne sont pas physiques, c'est le cas des nombres, par exemple. L'univers de Frege est constitué de tout ce qu'il y a, et il est fixé. Donc il n'y a qu'un seul et unique univers, il n'y a également qu'un seul et unique langage qui est fait pour en parler. Puisque la logique constitue le moyen d'expression universel, qui est présupposé dans toute tentative de dire quelque chose sur quoi que ce soit, y compris bien entendu sur le langage, il n'y a pas de point de vue extérieur à la logique qui permettrait de poser de l'extérieur les questions métasystématiques comme celle de la complétude. Et ça, c'est le point crucial, donc il n'y a pas de possibilité d'adopter par rapport à la logique un point de vue, une position extérieure qui rendrait possible la formulation de questions métasystématiques du genre de celle de la complétude. Autrement dit, les questions de cette sorte ne pourraient être posées que de l'intérieur et, dans le meilleur des cas, résolues de façon empirique. En fait, rien ne peut être dit et rien n'a besoin d'être dit de l'extérieur du système. J'ai eu l'occasion de vous indiquer l'année dernière, je crois, que le point de vue adopté par Carnap dans le manuscrit de 1928, donc il s'agit de ce manuscrit sur l'axiomatique générale, que j'ai commenté assez longuement, le point de vue adopté par Carnap dans ce manuscrit de 1928, donc, reste encore largement russellien, au sens que je viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'il appartient entièrement à la tradition de la logique comme langage par opposition à la logique comme calcul. Alors Frege ne se pose pas de questions métasystématiques, en tout cas il ne pose ni celle de la consistance, ni réellement celle de la complétude. Alors il ne se pose pas la question de la consistance, pour une raison qui à ses yeux devrait aller de soi, qui est la suivante, comme il l'explique dans sa correspondance avec Hilbert, puisque les axiomes dans une théorie logique ou non logique, puisque les axiomes doivent tous exprimer des pensées vraies, une démonstration de consistance les concernant n'a pas de raison d'être. C'est ce qu'il dit dans sa correspondance avec Hilbert. Et là, il est vraiment très étonné que Hilbert accorde tant d'importance à la question de la consistance, mais il se rend compte évidemment que c'est parce que Hilbert ne donne pas au mot axiome le même sens que lui. Frege insiste sur le fait qu'il donne pour sa part au mot axiome le sens euclidien traditionnel. Il considère que les axiomes ont un contenu, ils expriment des pensées, et d'autre part, ils sont vrais. Comme ils sont tous vrais, évidemment, ils ne peuvent pas se contredire. Par conséquent, la question de la consistance est une question qui ne se pose pas vraiment. Ajoutons encore que pour Frege, comme cela sera d'ailleurs également le cas pour Gödel, si la vérité implique la non-contradiction n'implique pas la vérité et ne lui est pas équivalente. Frege ne se pose pas non plus la question de la complétude, ni celle de l'indépendance des règles qu'il a proposées dans la Begriffsschrift. Il est bien entendu tout à fait conscient du fait que tout système formel exige des règles qui ne sont pas exprimées dans le système, mais ce sont, dit-il, simplement des règles, c'est lui qui s'exprime de cette façon, ce sont simplement des règles pour l'application de nos signes. Vous voyez la Begriffsschrift, page 25. Comme dit von Eisenhorst, dans une telle manipulation de signes dont toute espèce de logique argumentative a été extraite, Frege voit précisément l'avantage d'un système formel. Dans la Begriffsschrift, Frege utilise 9 lois fondamentales
dont il pense qu'elles sont suffisantes pour que toutes les lois de la pensée pure puissent en être déduites. Donc c'est la question de la complétude, précisément. Est-ce que les 9 lois fondamentales qu'il formule sont suffisantes pour produire exactement ce qu'il en attend, c'est-à-dire permettre de déduire l'intégralité, les lois de la pensée pure dans leur intégralité. Il se trouve que si on élimine du système formel présenté en 1879 la partie consacrée à la quantification sur des fonctions, on obtient effectivement un système d'axiomes et de règles d'inférence qui est complet relativement à la validité quantificationnelle. Et c'est ce que Gödel a démontré en 1930. Incontestablement, c'était un coup de génie de la part de Frege d'être tombé du premier coup sur une axiomatisation qui a la propriété d'être complète en ce sens-là. Il n'en reste pas moins qu'il pouvait simplement espérer que le système qu'il avait choisi était complet, mais ne pouvait pas vraiment formuler explicitement la question de sa complétude, ni, a fortiori, la résoudre. Alors, je vous ai traduit un extrait un peu long pour donner une idée de la façon dont raisonnaient des gens comme Frege. Frege dit ceci: certains principes de la pensée ont déjà été admis, donc c'est dans le paragraphe 13 de la Begriffsschrift. Certains principes de la pensée ont déjà été admis dans la première section pour être transformés en règles pour l'application de nos signes. Ces règles et les lois dont elles sont les reproductions ne peuvent être exprimées dans l'idéographie pour la raison qu'elles sont au fondement de celle-ci. Dans cette section doivent maintenant être représentés dans des signes un certain nombre de jugements de la pensée pure pour lesquels cela est possible. Donc cela peut être représenté dans l'idéographie. L'idée qui vient immédiatement à l'esprit est de dériver les plus composés de ces jugements des plus simples, non pour les rendre plus certains, ce qui serait la plupart du temps inutile, mais pour faire ressortir les relations des jugements les uns aux autres. Donc il s'agit de donner une présentation axiomatique déductive, si possible, la totalité des lois de la pensée pure. Ce n'est manifestement pas la même chose, dit Frege, que de connaître simplement les lois et de savoir également comment les unes sont déjà données, elles aussi, par le fait qu'on en a admis d'autres. De cette manière, on aboutit à un petit nombre de lois dans lesquelles, si l'on ajoute celles qui sont contenues dans les règles, le contenu de toutes, bien que non développé, est inclus. Et c'est également un service rendu par le mode de présentation déductif que de nous faire connaître le noyau en question. Donc il s'agit de réussir à isoler un noyau aussi réduit que possible de lois initiales dont on peut espérer réussir à déduire toutes les autres. Donc c'est également un service rendu par le mode de présentation déductif que de nous faire connaître le noyau en question. Étant donné que la multitude impossible à dominer d'un seul coup d'œil des lois que l'on peut énoncer interdit de les énumérer toutes, la complétude, là où il apparaît ce concept de complétude, donc Vollständigkeit, étant donné que la complétude ne peut être atteinte que par la recherche de celles qui, de par leur force, der Kraft nach, les incluent toutes en elles. Or, on doit assurément concéder que la réduction n'est pas possible simplement de cette seule et unique manière. Ce que Frege veut dire, c'est qu'il y a différentes façons de choisir le petit noyau de lois primitives qui sont acceptées sans démonstration et qu'on cherche à utiliser pour obtenir toutes les autres par déduction. Donc il y a plusieurs façons de les choisir. C'est pourquoi, dit-il, un tel mode de présentation, c'est-à-dire celui qu'il a adopté, celui qu'il a proposé, n'éclaircit pas toutes les relations qui existent entre les lois de la pensée. Il y a peut-être encore une autre série de jugements à partir desquels on peut pareillement, avec l'adjonction de celles qui sont contenues dans les règles, déduire toutes les lois de la pensée. Donc il y a peut-être d'autres solutions du problème, c'est-à-dire d'autres types d'autres formes de présentation axiomatico-déductive qui permettent de répondre de la même façon à la question. Donc il y a peut-être encore une autre série de jugements à partir desquels on peut pareillement, avec l'adjonction de celles qui sont contenues dans les règles, déduire toutes les lois de la pensée. Toujours est-il qu'avec le mode de réduction qui est donné ici, donc le mode de réduction de la totalité des lois de la pensée pure à un petit nombre d'entre elles qui sont mises en tête, qui sont acceptées au départ, avec l'espoir de réussir à en tirer toutes les autres. Donc toujours est-il qu'avec le mode de réduction qui est donné ici, une telle quantité de relations se trouve mise au jour que toute autre dérivation est considérablement facilitée par là. Le nombre des propositions qui constituent le noyau, dans la présentation qui suit, est 9. Donc ce sont les 9 lois fondamentales dont je vous ai parlé. Frege ne cherche pas à résoudre la question de savoir si son noyau initial, dont il admet qu'il pourrait peut-être être choisi différemment,
il ne cherche pas à résoudre la question de savoir s'il est aussi réduit qu'il pourrait l'être, c'est-à-dire il ne cherche pas à résoudre le problème de l'indépendance. Il est concevable que certaines de ces lois fondamentales se trouvent être déductibles en fait des autres. Bon, mais ça c'est une question évidemment sans gravité, hein, c'est un simple problème de simplicité ou d'économie, donc il ne cherche pas véritablement à résoudre. Et surtout, il ne se demande pas si son petit noyau initial est réellement assez puissant pour remplir sa fonction, c'est-à-dire si réellement la totalité des lois de la pensée pure est déjà dès le départ incluse dans ce petit stock initial de lois primitives. Alors les choses ne changent pas beaucoup avec Whitehead et Russell, qui s'expriment sur la question de façon vraiment très significative. Voici ce qu'ils disent dans les Principia Mathematica. La question de savoir quelles idées nous devons prendre comme indéfinies, non définies, hein, c'est-à-dire la question de savoir quels sont les termes qui doivent être acceptés comme primitifs, sans que l'on cherche à les définir. La question de savoir quelles idées nous devons prendre comme indéfinies dans les mathématiques est jusqu'à un certain point optionnelle. Les motifs guidant notre choix seront 1. Rendre le nombre d'idées indéfinies aussi petit que possible, donc on a intérêt à se doter d'un noyau aussi réduit que possible, d'un nombre aussi réduit que possible d'idées primitives. Donc premièrement, l'impératif numéro 1, rendre le nombre d'idées indéfinies aussi petit que possible. 2, lorsqu'on a affaire à deux systèmes dans lesquels le nombre est égal, donc comporte le même nombre d'idées primitives, choisir celui qui semble le plus simple et le plus facile. Nous ne connaissons aucun moyen de démontrer que tel ou tel système d'idées indéfinies en contient le nombre minimum requis pour obtenir tel ou tel résultat. Donc seul Whitehead ne voit pas du tout comment il faudrait s'y prendre pour réussir à démontrer que le système d'idées primitives est réellement minimal. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas encore éventuellement le réduire davantage. Donc nous ne connaissons aucun moyen de démontrer que tel ou tel système d'idées indéfinies en contient le nombre minimum requis pour obtenir tel ou tel résultat. Par conséquent, nous pouvons seulement dire que telles ou telles idées sont indéfinies dans tel ou tel système et non qu'elles sont indéfinissables. Les idées qui sont acceptées comme primitives dans un certain système pourraient, le cas échéant, être définies, se révéler être définissables dans un autre système. Donc, mais il y a une certaine relativité, même une relativité certaine sur ce point. Alors la situation est bien entendu sensiblement la même dans le cas du choix des propositions primitives ou axiomes que dans celui des concepts primitifs. Jusqu'à maintenant, il était question, dans l'extrait que je vous ai cité, il était question que du choix des termes primitifs. Alors en ce qui concerne le choix des propositions primitives ou axiomes, il y a la même indétermination et la même relativité. La seule façon de savoir ce qu'un système formel permet ou ne permet pas de faire consiste à procéder expérimentalement, c'est-à-dire à en déduire des théorèmes. Russell et Whitehead écrivent ceci qui résume tout à fait bien la situation. La raison principale en faveur de n'importe quelle théorie concernant les principes des mathématiques doit toujours être inductive, c'est-à-dire doit résider dans le fait que la théorie en question nous permet de déduire les mathématiques ordinaires. C'est la seule, ce genre de certitude qu'on peut espérer obtenir, une certitude de nature inductive. Ce qui doit nous satisfaire, c'est essentiellement le fait que la théorie dont nous nous servons nous permet de déduire, de ne pas obtenir comme conséquence toutes les propositions des mathématiques ordinaires. Alors Russell, dans une lettre à Léon Henkin du 1er avril 1963, a reconnu tout à fait clairement que Whitehead et lui ne se posaient pas la question de la consistance du système des Principia Mathematica et ne voyaient pas du tout comment elle pourrait être posée et résolue. Alors, j'ai dit qu'il ne voyait pas comment s'y prendre pour poser la question de la complétude, mais il ne voyait pas non plus, de façon générale, comment il faudrait s'y prendre pour poser des questions de type métasystématique. C'est-à-dire, en plus de la question de la complétude, en particulier la question de la consistance. Alors là, vous allez voir, c'est tout à fait étrange, la façon dont Russell s'exprime en 1963. Il est vrai qu'il avait déjà cessé de faire de la logique depuis un bon moment déjà. Il dit ceci: 50 ans se sont maintenant écoulés depuis l'époque où je travaillais sérieusement sur la logique mathématique. Donc il a l'air de considérer qu'à partir de 1913, il s'est préoccupé sérieusement ni de logique ni de mathématiques. Donc 50 ans se sont maintenant écoulés depuis l'époque où je travaillais sérieusement sur la logique mathématique. Et pratiquement la seule œuvre que j'ai lue depuis cette date est celle de Gödel. Je me suis rendu compte, bien entendu, que le travail de Gödel était d'une importance fondamentale, mais il m'a rendu perplexe.
il m'a fait me sentir heureux de ne plus travailler sur la logique mathématique. Si un ensemble de données d'axiomes conduit à une contradiction, il est clair qu'au moins un des axiomes doit être faux. Cela s'applique-t-il à l'arithmétique enseignée dans les écoles primaires? Alors, Russell, semble-t-il, se demande ou affecte se demander sérieusement si l'arithmétique qu'on enseigne aux petits-enfants dans les écoles ne pourrait pas se révéler être contradictoire. Il a l'air de suggérer de façon vraiment étonnante que c'est une des choses sur lesquelles que pourrait nous suggérer le théorème d'incomplétude de Gödel, ce qui est tout à fait, à bien des égards, tout à fait sidérant. Donc si un ensemble de données d'axiomes conduit à une contradiction, il est clair qu'au moins un des axiomes doit être faux. Cela s'applique-t-il à l'arithmétique enseignée dans les écoles primaires? Et si oui, pouvons-nous croire quoi que ce soit de ce qu'on nous a enseigné pendant notre jeunesse? Donc vous voyez ici, on a l'impression que Gödel a rendu chancelant tout l'édifice des mathématiques, y compris ce que Hilbert appelait l'arithmétique des Kleinkinderzahlen, c'est-à-dire l'arithmétique des écoliers. Devons-nous, dit Russell, penser que 2 plus 2 ne font pas 4, mais 4,001? Évidemment, ce n'est pas le résultat que l'on a en vue. Donc c'est pas évident, c'est pas ce que cherchait Gödel, il cherchait pas à jeter un doute sur la solidité de l'édifice mathématique. Vous notez, ajoute Russell, que nous, c'est-à-dire Whitehead et lui, nous étions indifférents aux tentatives faites pour démontrer que nos axiomes ne pouvaient pas conduire à des contradictions. En cela, Gödel a montré que nous nous étions trompés. Mais je pensais qu'il doit être possible de démontrer qu'un ensemble donné quelconque d'axiomes ne conduit pas à une contradiction. Je pensais qu'il doit être impossible de démontrer qu'un ensemble donné quelconque d'axiomes ne conduit pas à une contradiction. Donc il pensait qu'une démonstration de consistance doit être impossible. Et pour cette raison, j'avais accordé peu d'attention au travail de Hilbert. De plus, à l'exception de l'axiome de réductibilité que j'ai toujours considéré comme un pis-aller, nos autres axiomes me semblaient tous d'une évidence lumineuse. Je ne voyais pas comment qui que ce soit pourrait douter, par exemple, que Q implique P ou Q, ou que P ou Q implique Q ou P. Fin de citation. Alors là, on aurait pu se dire qu'après tout, puisque ces axiomes, leurs axiomes, les axiomes utilisés dans les principes mathématiques leur semblaient évidents, et probablement l'étaient, il n'y avait aucun souci à se faire, que c'était ça que contre ce genre d'assurance, si vous voulez, les difficultés que l'on pouvait éprouver, que l'on pouvait rencontrer dans la tentative faite pour obtenir une démonstration de consistance, ne pesait pas d'un très grand poids, mais il semble plus ou moins sérieusement donc avoir envisagé que encore une fois le deuxième théorème d'incomplétude donc de Gödel puisse jeter un doute sur la solidité de tout l'édifice mathématique. Donc sa réaction confirme, me semble-t-il, que cela faisait effectivement longtemps qu'il ne s'était plus occupé de logique mathématique, et on voit qu'il comprend le deuxième théorème de Gödel comme si l'impossibilité de démontrer la non-contradiction de l'arithmétique formelle de la façon que Hilbert avait envisagé, c'est-à-dire avec les moyens auxquels il avait espéré pouvoir s'en tenir, il se comporte donc comme si le résultat négatif obtenu sur ce point était de nature à faire planer un risque tout à fait sérieux que l'arithmétique soit effectivement contradictoire. Il y a une distance considérable si vous voulez, entre l'impossibilité que Gödel a établie de démontrer la non-contradiction de l'arithmétique par des moyens aussi élémentaires que ceux que Hilbert s'était autorisé. Il y a une distance sérieuse entre ça et le risque que l'arithmétique soit effectivement contradictoire. Et bien sûr, Gödel lui-même ne voyait pas du tout les choses à la façon de Russell. Alors ça, c'est ce qui se passe, si vous regardez du côté de la tradition logiste. Que se passe-t-il maintenant si vous regardez du côté de l'autre tradition? Alors dans le cas de Peirce, Schroeder et leurs héritiers, ce qui manque pour que la question de la complétude soit posée est en revanche la notion même de système formel. Donc, dans le premier cas, on a la notion de système formel tout à fait bien maîtrisée depuis la Begriffsschrift de Frege, qui est le premier exemple vraiment irréprochable de ce genre. Donc on a la notion de système formel bien maîtrisée, et dans notre cas, ce qui manque est en revanche précis. Mais on a la notion de système formel, mais on ne sait pas comment s'y prendre pour démontrer à propos de systèmes formels donnés des propriétés métasystématiques telles que la consistance et la complétude. Dans l'autre cas, donc, on n'a tout simplement pas la notion de système formel. Un exemple typique est un article fameux publié en 1915 par Löwenheim
qui s'intitule Über Möglichkeiten im Relativkalkül, donc sur les possibilités dans le calcul des relatifs. Alors il s'agit d'un article donc, qui a été publié en 1915 dans les Mathematische Annalen. Dans cet article, Löwenheim traite des formules de la théorie de la quantification avec identité. Mais son approche relève entièrement de la théorie des modèles et est purement sémantique. Sa logique repose sur la théorie des ensembles naïfs et la notion de démonstration est remplacée par celle de validité. La notion de base est celle de vérité d'une formule pour une interprétation donnée dans un domaine donné qui conduit à celle de validité et de réalisabilité. Donc le point de vue est complètement sémantique. Mais Löwenheim, à côté de cela, ne formule pas d'axiome ou de règles d'inférence pour la théorie. Il ne formule pas d'axiome ou de règles d'inférence formelles pour la théorie de la quantification. Cette approche est évidemment totalement différente de celle de Frege. Mais comme la notion de système formel en est absente, le problème de la complétude d'un système formel ne peut évidemment pas davantage y être formulé. Pour qu'il finisse par se poser, il fallait avoir, premièrement, une notion claire de système formel et de dérivabilité d'une formule dans ce système. Deuxièmement, une notion claire et suffisamment précise de validité sémantique d'une formule, définie indépendamment de la référence à un système formel quelconque, concrètement parlant, définie en termes de théorie des modèles, c'est-à-dire, en fin de compte, de théorie des ensembles. Van Heijenoort qualifie d'axiomatique l'approche de Frege-Russell et d'ensemble, et pour des raisons que vous comprendrez sans peine, d'ensembliste l'approche de Löwenheim. À vrai dire, en 1930, la question de la complétude sémantique avait déjà été posée et résolue pour un système sémantique particulier, à savoir celui du calcul propositionnel. Bernays avait donné la réponse en 1926 dans un article qui s'intitule Axiomatische Untersuchung des Aussagenkalkuls der Principia Mathematica, donc recherche axiomatique sur le calcul propositionnel des Principia Mathematica. Donc il s'agit d'un article qui a été publié dans Mathematische Zeitschrift en 1926 et qui était une version abrégée de la thèse d'habilitation non publiée de Bernays, qui elle est de 1918. Alors la complétude sémantique du calcul propositionnel des Principia Mathematica était également contenue dans un article qui a été publié par Emil Post en 1921. L'article s'intitule Introduction à une théorie générale des propositions élémentaires. Donc Post avait bel et bien établi la complétude sémantique du calcul propositionnel, même si en fait son point de vue était à première vue tout à fait opposé à celui d'une approche ouvertement sémantique. Notez que Gödel se réfère explicitement au résultat de Bernays dans son mémoire de 1930 sur la complétude du calcul des prédicats du premier ordre. Alors, voilà. Whitehead et Russell ont commencé, construit la logique et les mathématiques d'une manière telle qu'ils ont mis en tête comme axiome certaines propositions évidentes et ont déduit de celles-ci, selon certains principes d'inférence formulés de façon exacte, par un chemin purement formel, c'est-à-dire sans faire encore usage de la signification des symboles, les propositions de la logique et des mathématiques. Lorsqu'on procède de cette façon, la question se pose naturellement aussitôt de savoir si le système d'axiomes et de principes d'inférence qui a été placé en tête est complet, c'est-à-dire suffit réellement pour déduire toute proposition logico-mathématique, ou bien si peut-être des propositions vraies et éventuellement également démontrables selon d'autres principes sont concevables, propositions qui ne peuvent être dérivées dans le système concerné. C'est vraiment la formulation particulièrement parfaitement claire de la question de la complétude. Pour le domaine des formules propositionnelles, cette question est décidée dans le sens positif, autrement dit, on a démontré, et là Gödel renvoie à l'article de Bernays de 1926, on a montré qu'effectivement toute formule propositionnelle correcte suit des axiomes indiqués dans les Principia Mathematica. La même chose sera faite ici pour un univers plus étendu de formules, à savoir celle du calcul fonctionnel restreint, comme on l'appelle, c'est-à-dire que l'on montrera que, théorème numéro 1, toute proposition universellement valide du calcul fonctionnel restreint est démontrable. C'est le théorème donc de complétude des calculs des prédicats du premier ordre.